C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur C'est quoi ton jeu, épisode numéro 2. Nous sommes le 15 mars et le moins qu'on puisse dire c'est que le printemps arrive, bien que là où j'habite j'ai quand même eu la chance d'avoir un hiver doux. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, j'aborde cet épisode avec un peu plus de légèreté que le premier. Maintenant que la machine est lancée, tout va bien. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, il est sorti le 1er mars et j'ai accueilli Patrick Béja où nous avons évoqué le jeu vidéo Outer Wilds. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à vous rendre sur cqtj.fr pour vous rattraper. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes grandes passions, celle de la Formule 1. Et pour m'accompagner pour cet épisode qui précède le lancement de la saison 2022 de F1, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui rend le sport automobile et la F1 accessible au plus grand monde grâce à ses vidéos simples et efficaces, et surtout un grand passionné de jeux de course automobile. Bienvenue à toi PO, ou plutôt devrais-je t'appeler Despiello. Salut Joël, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici pour, évoquer justement un jeu moi qui m'a marqué, enfin il y en a pas qu'un d'ailleurs, mais qui m'a marqué, dans mon enfance surtout et puis de parler un petit peu aussi de ta passion. Je suis un petit peu, comment dire, la personne qui arrive avec un univers particulier par rapport à peut-être, d'autres invités, mais, j'ai cru comprendre que tu invitais pas mal de gens assez différents. Bah, tu sais, l'un de mes objectifs quand j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est d'accueillir des convives d'un peu tous les horizons. Car c'est vrai qu'au final, quel que soit notre métier, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on a tous une fois au moins joué à des jeux vidéo et on a tous des souvenirs qui nous sont restés de ces jeux-là. Et je dis jeux vidéo, mais ça peut être jeux de société, jeux de rôle et tout ça. Effectivement, tu es une nouvelle corde à mon arc. Moi, la F1, elle fait partie de ma vie depuis plus de 25 ans. Ah quand même, oui. Et en fait, si tu veux, pour la petite histoire, le tout premier Grand Prix que je me suis dit: «Allez tiens, je vais essayer de regarder parce que ça a l'air sympa», c'est un certain 1er mai 94. Ah, ça moins de bol là pour le coup, mais, Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le week-end où le grand Ayrton Senna est décédé, ouais, absolument. et c'est le Grand Prix qui m'a un peu bouleversé en me disant que, ouais, c'était pas seulement un sport où il y avait des voitures qui tournaient en rond et parfois il y avait des accidents. Enfin, je voulais en savoir plus à cette époque-là et c'est ça qui m'a mis, le pied à l'étrier. Très bien, bah, écoute, un peu compliqué de commencer par, un Grand Prix, comme celui de Saint-Marin en 94, mais, oui, effectivement, quand on réunit un petit peu toutes les conditions et je prends pas forcément le cas de Saint-Marin 94, mais c'est vrai que la discipline, laisse généralement avec une certaine émotion. Soit, bah, on n'accroche pas du tout et on passe à autre chose, en se disant: «Bon, bah, oui, ça reste des voitures qui tournent en rond», mais en fait, enfin, il y a toujours un petit truc qui peut pas le laisser indifférent au final, que ce soit, le danger, que ce soit les voitures, la technologie, la course en elle-même, le fait de se dépasser et cetera, plus le glamour, le strass, les paillettes, il y a toujours un petit truc qui peut retenir, l'attention d'une manière ou d'une autre pendant quelques minutes parfois et je peux comprendre. D'une manière générale, vu la saison qu'on vient de vivre, qui était quand même extrêmement intense, on peut pas dire non plus que, ça ne nous raccroche pas à quelque chose, quoi. Ah non, clairement, la saison qu'on a vécue en 2021, elle a été, assez incroyable. Surtout sur le fait que en fait, la rivalité et la tension qu'il y a eu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ne faisait que progresser. Elle ne pouvait pas se décharger. En fait, quoi qu'il arrive, chaque Grand Prix qui passait, la tension montait d'un cran, même s'il se passait rien, il y avait toujours on se rapprochait de l'étape finale et en fait, au final, et bah, c'est, entre guillemets «le dernier tour du dernier Grand Prix» qui allait clore le la chose, peu importe comment ça allait se terminer, bon ça s'est terminé dans les conditions que ça s'est terminé, mais peu importe ce qui allait se passer, la tension allait, quoi qu'il arrive, monter, 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 peu importe ce qu'il se passait entre les 2. Et en fait, ça a été, je pense, moi en tout cas, une des saisons qui a été, pas le plus difficile à vivre, mais, la plus émotive, j'allais dire, dans le sens où, il y a eu beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai beaucoup moins appréciées sur Oui. cette saison. Mais le fait est que on peut pas juste apprécier quelque chose sans, avoir toujours des petits points négatifs. Je pense que le spectre des émotions, il est ce qu'il est et il donne quelque chose d'assez incroyable à partir du moment où on a du positif et du négatif. Parce que le négatif va mettre en relief le positif et vice versa. Et c'est ce qu'on a eu sur cette saison, ce qui fait que moi, à la fin, j'étais lessivé. Et même moi, de mon côté, en fait, même sur les grands prix et la manière dont on ressent, et même dans la manière de créer des vidéos, etc. Je sais pas si mes viewers l'ont ressenti, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti aussi pour justement créer du contenu. Et même en suivant la F1, il y a quand même une tension qui a été assez incroyable. Alors pour le coup, paradoxalement, aujourd'hui, c'est pas d'un jeu de Formule 1 dont on va parler, Non. mais ça reste quand même dans l'écosystème du sport automobile. Donc je vais te laisser, présenter le jeu que tu vas évoquer avec nous.
Alors écoute, on a discuté de plusieurs jeux, enfin je t'ai proposé plusieurs jeux et en fait j'avais vraiment beaucoup envie de parler, d'un jeu en particulier dont je n'ai jamais parlé, peut-être en public. Ce jeu, c'est Need for Speed 4 Conduite en état de liberté, qui est sorti, dans le milieu, voire fin des années 90, qui était sur PlayStation 1. Ouais, en mars 99 pour être précis. 99. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus vieux que ça, mais très Mmh. bien. Et en fait, ça a été, je vais pas dire un de mes premiers amours avec l'automobile, mais presque. À l'époque, on avait, moi j'avais la PlayStation 1, c'était, l'époque des Gran Turismo, il y avait, mon premier jeu de voiture, ça a été Destruction Derby 2. Ah Donc on était oui. un petit peu loin du sport auto, on était plus dans la castagne, on va dire. Mais, Ouais, en fait, mais ça défoule bien. ça défoule bien, ça fait du bien une fois de temps en temps. Mais, en fait, Need for Speed 4, c'est vraiment mon premier rapport avec, les voitures, j'allais dire modernes, enfin avec les vraies voitures. Dedans, il y avait, la Ferrari F50, il y avait des Porsche 911, des Jaguars, devait y avoir des Lamborghini, il y avait la Mercedes SLK si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça a été, voilà, on était sur, c'était pas à proprement parler du sport auto, plus de la course de rue, on va dire, sur des routes et cetera. Et j'en garde un super souvenir dans le sens où j'ai commencé très bas et où en fait, quand on est plutôt gamin, on commence les premiers modes de jeu, mais on a du mal à step up et à «finir un jeu» entre guillemets, ou en tout cas à essayer de faire, enfin en tout cas d'aller plus loin. Et ça a été, un des jeux où, bah, j'ai réussi à commencer à débloquer au fur et à mesure les nouveaux circuits, les nouvelles voitures et cetera. Ouais, Et où ça m'a amené, jusqu'à la fin. Et à la fin, il y avait, 2 voitures absolument exceptionnelles qui, moi, ont marqué ma jeunesse aussi, qui étaient, la CLK GTR, la Mercedes CLK GTR et la McLaren F1, je crois. ouais. Il y avait pas encore la Toyota GT1, dans le jeu, c'est un petit peu dommage, mais ou la Porsche 911 GT1. Mais c'est ces voitures-là qui roulaient aux 24 heures du Mans et qui, en fait, les constructeurs étaient obligés de faire une production de 25 exemplaires pour pouvoir aligner ces voitures de course parce que, bah, c'était le la réglementation qui était comme ça. On y revient un petit peu aujourd'hui avec, le règlement Hypercar, justement de faire quelque chose où on puisse les dériver un petit peu plus sur la route ou en tout cas dans l'esprit, on va dire. C'est ça, pas que des voitures de rêve qui sont conduites C'est que ça. pour des occasions uniques au final. C'est ça, on n'était pas dans l'ère des prototypes, mais on s'en rapprochait extrêmement fort. En fait, les constructeurs, qui ont fait ces voitures que sont, la CLK GTR et cetera. En fait, ils sont partis du postulat: «On va faire une voiture de course et en fait, on va l'adapter pour la route». Au lieu de faire l'inverse et de prendre une voiture de route et de l'adapter pour la course, comme on fait, on va dire, plutôt Oui, d'habitude. Donc ça a donné des monstres, absolument incroyables, très, très beaux, à l'œil, qui reprenaient des signatures lumineuses, justement, donc les phares et cetera, des voitures qu'on voyait dans la rue tout simplement. Et où en fait on retrouvait ça avec une carrosserie super profilée, et cetera, sur le circuit. Donc ouais, on va dire c'était le bonus de fin de jeu de ce Need for Speed. C'était, aussi l'époque des Need for Speed avec, la police, ouais. la voix off, du central, central, on a une Lamborghini jaune, qui roule à tombeau ouvert, voilà, ça fait partie des grands souvenirs que j'ai eu de ce jeu, en tout cas. Alors c'est vrai que le Need for Speed 4 qui est sorti assez rapidement après le 3, rajoute 3 nouveaux modes de jeu il me semble, hein. Notamment il y a un mode carrière qui fait son apparition et donc du coup tu nous as un peu brièvement parlé. Et puis il y avait un mode, high takes, tu fais une course avec un mec et si tu gagnes, bah, tu gagnes sa bagnole. Ouais. Et il y avait aussi un mode, délit de fuite qui là du coup permettait d'échapper aux forces de police pendant une certaine durée. Oui, il me semble bien, ouais. Bah, pour rien te cacher, en fait, alors pourquoi je voulais absolument parler de ce jeu, c'est qu'à l'époque, en fait, j'étais en expatriation avec mes parents, à Tripoli en Libye. On y est resté pendant 3 ans, on est arrivé en 99, je crois, et on est reparti en 2001. Ouais, Et en fait, bah, j'avais la chance quand même d'avoir apporté ma PlayStation avec moi, dans ce long voyage, on va dire, dont je garde un giga souvenir parce que, enfin, j'ai rencontré des personnes assez exceptionnelles. Et en fait, notre maison était située dans un village d'expatriés. Il y avait, des expatriés français, européens en grande majorité, mais aussi d'autres parts, de la planète. Et en fait, notre voisin était un Indonésien. Il avait pas du tout mon âge, il était peut-être ouais. âgé de 5 ans plus vieux que moi, quelque chose comme ça, donc voilà. Et en fait, on se retrouvait assez souvent pour, jouer aux petites voitures, soit dans le jardin, soit, bah, justement jouer à la Play et jouer à ce jeu, à Need for Speed 4. Et donc du coup, on jouait en split screen à l'époque. Et quand je vois aujourd'hui, alors le multiplayer, c'est génial, le online, c'est génial et cetera. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins le split screen, de jouer avec un pote à côté dans un salon, Ouais, sur le même écran, de pouvoir, faire un peu de «trash talk», on va dire, entre guillemets, ou rigoler ensemble. Je trouve que ça rapproche énormement. Et c'est justement, ça. c'est là-dessus que je veux mettre l'accent, c'est que cet Indonésien qui s'appelait Bisma, qui doit toujours s'appeler Bisma, j'espère, parlait pas français, moi je parlais pas indonésien, il parlait un petit peu anglais, mais moi je parlais pas du tout anglais. Et au final, le jeu nous a rapprochés et nous a permis de rigoler, de passer des moments assez incroyables. Et en fait, c'est Need for Speed 4 qui m'a énormément marqué là-dessus, c'est que, bah, en fait, on échappait à la police, sur ce jeu. Et on kiffait, on rigolait,
On arrivait à se comprendre avec, 2-3 mots d'anglais, français parce que le jeu était en français et cetera et c'est comme ça que moi ça m'a marqué. En plus de tout le mode carrière et du reste du jeu, mais ce jeu en fait a eu vocation à me faire découvrir la voiture, à me faire découvrir aussi d'autres personnes et à me rapprocher d'autres êtres humains autour d'une même passion qui était la voiture et puis échapper aux flics, je sais pas si on peut appeler ça une passion, mais en tout cas on avait bien rigolé, et c'est pour ça que j'en garde un super souvenir. J'imagine très bien que tu aies pu avoir cette expérience avec un voisin d'une nationalité différente, où seulement les mimiques, les gestes et la passion commune vous permettaient de communiquer. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends pourquoi aujourd'hui, c'est un truc qui reste assez, profondément ancré en toi. Ouais, bah, clairement. Aujourd'hui, je regarde un petit peu la chose, avec beaucoup de nostalgie, tu vois? Mais les graphismes étaient pas incroyables. Alors pour l'époque, si quand même, mais c'est juste la mécanique du jeu qui était incroyable et je trouve que on a eu une course qui était probablement nécessaire à justement aller, toujours plus loin dans les graphismes et cetera, de faire toujours quelque chose de plus joli, mais où finalement, parce qu'on se concentrait essentiellement sur la forme et peut-être parfois un petit peu moins sur le fond, et je parle vraiment des jeux de course parce que le reste des jeux, j'ai un peu arrêté de jouer un petit peu à tout depuis un petit moment malheureusement, c'est comme ça quand on approche la trentaine. Mais en fait, les mécaniques de jeu, le feeling, simplement le de ressentir un kiff simple sans devoir aller chercher la complexité. Le fait que ce soit très simple, c'est aussi ça qui a permis Ouais, de communiquer. En fait, on communiquait à travers un jeu et pas forcément à travers des langues et cetera. Et la mécanique du jeu de simplement d'échapper à des voitures de police, d'essayer d'aider son pote ou d'essayer de gagner face à lui, de se prendre, un crash ou ce genre de choses, de rigoler et tout. Je trouve ça assez incroyable et je trouvais qu'on avait un petit peu perdu ça ces dernières années, notamment avec, le multiplayer et cetera. Je prends l'exemple de iRacing qui est, une simulation, uniquement en multiplayer. bien sûr. C'est là où je me rends compte que la technologie nous a à la fois beaucoup rapprochés parce que du coup, on fait la course avec n'importe qui dans le monde, mais à la fois nous a énormément éloignés parce que en fait, je faisais une course avec, je sais plus qui, enfin avec quelqu'un, que je connaissais pas et en fait, je l'ai mis dehors, avec une petite poussette sans faire trop attention. Enfin voilà, on s'est pas bien compris sur la piste et je lui ai dit: «Bah, ouais, mais je pensais que tu allais aller plus vite, moi je voulais te laisser passer et cetera». On s'est un peu engueulé en fait à la fin et je lui ai dit: «Bah, ouais, mais moi je voulais te laisser passer, je voyais que tu étais plus rapide et je voulais te suivre justement pour que je puisse remonter avec toi sur les autres, qui étaient devant nous». Et en fait, lui, il avait pas compris ça. Lui, parce qu'on part d'un postulat que, peut-être sur le multiplayer, les mecs, ils veulent faire des conneries ou de la merde. Ouais, c'est la course et c'est chacun pour soi, quoi. C'est ça et en fait, il est parti du postulat que j'étais, mauvais et que s'il me dépassait, que j'allais, forcément vouloir lui rentrer dedans ou que voilà. On part d'un postulat qui est très négatif sur quelqu'un qu'on connaît pas, alors qu'en fait, au final, bah, pas forcément et j'ai l'impression que la technologie a un petit peu eu ce rôle-là de se dire: «On peut vous rapprocher entre guillemets sur toute la planète», mais en fait, la communication entre les êtres humains a pas spécialement évolué. Je dirais même qu'elle a peut-être un peu régressé. On est devenu beaucoup plus méfiant qu'à l'origine. On part toujours d'un postulat négatif en se disant: «Si lui il me dépasse, il va me faire une connerie, il va me faire une crasse», de se dire: «Bah, s'il me dépasse, ça se trouve, je vais pouvoir le suivre» et cetera. On part toujours plus d'un aspect, négatif que positif et finalement, quand je revois, Need for Speed 4, je me dis: «C'est dommage parce que j'ai pu rencontrer quelqu'un». Alors certes, il y a quand même des conditions assez exceptionnelles, mais j'étais à côté de quelqu'un où on parlait absolument pas la même langue et où en fait, bah, on a passé que des bons moments. Bien sûr. On s'est jamais engueulé, on n'a jamais pu «s'engueuler» entre guillemets, mais on a passé que des moments super positifs. On est en train de retrouver, quand même du sens finalement, je pense avec, même les jeux de course, justement sur, tout ce qui est split screen et de se dire: «OK, le online c'est génial, OK, les graphismes et tout c'est génial, jouer avec, n'importe qui dans le monde c'est génial». Mais en fait, est-ce que le charme c'est pas non plus de se tirer la bourre avec un pote qui est assis à côté de nous sur un split screen avec 2 manettes dans les mains sans forcément avoir un volant et cetera et de passer un bon moment qui est vraiment ultra qualitatif, qui va durer, je sais pas moi, le temps d'une course ou 2 courses, qui va durer une demi heure grand max et où derrière on va se dire: «Bon, bah, on va aller boire un coup après» ou ce genre de choses. Au final, est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus qualitatif que de passer 3 heures à s'énerver contre des gars, sur iRacing, en faisant 3 courses, en perdant du rating et cetera. Enfin bon bref, en perdant du niveau et tout. C'est différent. Je pense que le plaisir reste différent, même si je comprends absolument ton point de vue et que je partage tout à fait, hein. Aujourd'hui, on a l'impression que les jeux de sport auto en ligne, c'est vraiment individualisé. Il y a pas de place à l'équipe parce qu'à moins d'être en team avec un Mmh. casque, un micro Ouais, et une bonne communication, à la rigueur, je dis pas. C'est sûr que c'est pas une partie de Mario Kart sur le canapé c'est ça. avec tes potes, et une bière à la main, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Je me permets de te poser une petite question. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers les jeux de course de voiture? Quand j'ai eu ma première PlayStation, j'avais eu le droit à 2 jeux. J'avais eu le droit à un jeu de plateforme qui s'appelait Crocs ou un truc comme ça. C'était avec un petit crocodile, je me souviens plus trop et j'avais eu Destruction Derby 2. D'accord. Mon père me laissait jouer, à Destruction Derby 2 maximum une demi heure ou une heure, je crois, si je faisais une heure ou 2, on va dire, de jeux de plateforme qui étaient plus calmes et cetera.
Bon alors, ça a marché pas longtemps, mais grosso modo, je me suis forcément plus orienté vers la voiture. C'était aussi à la même époque où j'ai commencé à regarder, la Formule 1. J'ai toujours assez de mal à me remémorer un souvenir en particulier où je me dis: «C'est là où ça a tout changé, où, j'ai adoré la voiture». Je pense que c'est juste une question de temps. Je me souviens juste, peut-être ça devait être Grand Prix de Hongrie 98 ou quelque chose comme ça, il y avait une voiture rouge, une voiture grise, c'était Häkkinen contre Schumacher, mais j'ai un lointain souvenir de ça et pas grand-chose d'autre. Et puis ouais, c'est comme ça que c'est venu, je pense au fur et à mesure, et le jeu vidéo a été quelque part une, mise en application de la conduite, et je pense que c'est extrêmement, divertissant. Quand on est gamin, on se rend compte, de l'impact qu'on a directement en fait sur une machine et sur l'environnement. Je sais pas si j'ai eu le feeling qui était peut-être un peu similaire quand j'étais gamin, mais je me rappellerai toujours la première fois que j'ai pris, la voiture tout seul quand j'ai eu mon permis de conduire, et où, j'ai ressenti une vague de liberté qui est difficilement, descriptible, et je me demande si j'ai pas eu un petit peu ce sentiment-là quand j'étais gamin, au moment de jouer à Destruction Derby 2 en premier, puis après à tous les autres jeux, parce qu'une fois qu'on joue à un jeu, on en prend un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis ça s'arrête plus. Toi, en plus, te concernant, c'est vrai que tu as un peu parlé de iRacing et c'est quelque chose qui t'a énormément marqué aussi Ouais. et tu en es arrivé, en fait, à communiquer ta passion sur les réseaux. Est-ce que tu peux justement nous présenter un petit Ouais. peu, le travail que tu fais? Écoute, je suis créateur de contenu, sur internet, on va dire, je suis youtubeur et streamer sur Twitch aussi. Je fais des vidéos sur la F1. Alors, j'ai commencé par faire, beaucoup de gaming. J'ai commencé ma chaîne en 2015 avec le jeu F1 2015 à l'époque, qui venait de sortir sur PS4, et en fait, j'enregistrais mes grands prix et puis le replay de mes grands prix, et je montais tout ça pour faire, comme si, c'était un vrai grand prix, et je le commentais par-dessus comme Julien Febvre au final. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. Ouais. C'est à partir de début 2019 que j'ai commencé à vraiment parler de Formule 1, parce que j'arrivais un petit peu au bout du bout avec le gaming. Faut que je trouve quelque chose, ça me plaît plus. Créativement parlant, je stagne. J'ai besoin de me remettre en question, de me mettre un petit peu en danger dans des zones d'inconfort pour pouvoir créer et être heureux, on va dire. J'ai commencé à, faire moins de vidéos, à faire des vidéos plus travaillées, plus écrites, à parler de Formule 1, à parler de sport auto même en règle générale. Ça a coïncidé pile poil avec, la sortie de la première saison de Drive to Survive sur Netflix. Probablement la série qui a cartonné et qui a, on va dire, démocratisé la F1 au grand public, pour des spectateurs qui avaient, perdu, on va dire, le fil, et qui se sont dit: «Ah mais en fait, ouais, OK, la F1, bah, c'est pas si mal que ça». Je vais pas dire la mission, même si c'était un petit peu le cas, c'était, bah, de démocratiser, le sport, de parler du sport. Personne finalement sur, les réseaux sociaux à l'époque ne parlait de F1 en France. Pas forcément des analyses, mais qui vulgarisait, qui expliquait des choses, de manière un petit peu plus légère peut-être. Canal+ fait très bien son travail, mais Canal+ pourra jamais faire autant que, une armée, j'allais dire, de créateurs de contenu, ou, une armée de journalistes, et finalement aujourd'hui, même quand on consomme de l'information ou quand on va sur internet pour trouver, bah, des sujets, sur lesquels on est intéressé, et voir s'il y a quelqu'un qui en parle, qui l'explique, et il y avait une place à prendre. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, il y a plein d'autres créateurs de contenu, sur la F1, et il y a beaucoup de choses à dire, et on vient en complémentarité, on va dire, de Canal+, de la F1 en règle générale, qui aussi a pris un énorme tournant digital, en 2017 à peu près. On vient en complémentarité de ça, et au final, je me rends compte que chaque sport, chaque discipline, même pas forcément en sport, a toujours, aujourd'hui a un écosystème où on a, ceux qui font le sport, on va dire, ou des diffuseurs qui sont, on va dire, assez traditionnels, la télé, et cetera. Et puis vous avez les nouveaux médias, les influenceurs, les, créateurs de contenu, qui viennent apporter une complémentarité et qui font partie aussi de cet écosystème, qui permettent aussi de faire énormément de rétention d'audience sur, le produit qui est la Formule 1. Aujourd'hui, bah, honnêtement, est-ce que je me pose la question, après sans forcément, dire que je suis essentiel, mais je me pose la question de savoir à quel point l'audience resterait accrochée à la F1 s'il n'y avait pas tous ces contenus sur internet. Je me pose vraiment la question de savoir à quel point l'audience resterait accrochée à la F1 ou pas. Je sais pas. Je pense que nos habitudes de consommation de contenu ont pas mal évolué sur, les 10 dernières années. Donc voilà un petit peu, ce que je fais quoi, on va dire. Avec Drive to Survive, la Formule 1 a su capter peut-être un public aussi un peu plus Oui, jeune. oui, Le absolument. contenu que toi et tes confrères font est pour moi une pierre essentielle à l'édifice, d'autant plus que dans tes vidéos explicatives, tu vulgarises extrêmement simplement et intelligemment des concepts comme l'aspiration et ce genre de choses, qui sont Mmh. essentiels à la compréhension du sport pour que les gens qui s'y intéressent voient que, en effet, c'est autre chose que 20 personnes sur une grille qui sont dans des voitures et qui c'est qui va gagner, c'est toujours le même. Ne ne lance pas le sujet du Grand Prix d'Abu Non, non, Dhabi ouais. 2021, on Non, va se non. faire défoncer. C'est pas l'idée et d'ailleurs, au jour où on enregistre, on est, début février, donc bien avant la présentation des Formule 1 2022, bien avant Ouais. les essais hivernaux. Néanmoins, j'ai forcément envie de te poser la question, comment tu appréhendes la saison qui arrive?
il y a tellement de changements que, bon, bah, ils vont arriver, forcément. Il y a forcément de l'impatience, il y a beaucoup de curiosité. C'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, parce que j'approche de la trentaine, mais je suis un peu moins, pas impacté, mais en fait, là, je pense que la saison dernière m'a tellement marqué que, j'ai pas eu le temps encore de tout digérer et peut-être qu'en fait, «ça arrive trop vite» entre guillemets. J'attends pas ça comme un matin de Noël, ce qui est un petit peu, j'allais dire dommage. Là, on est début février, il y a les voitures qui vont se faire présenter là, à partir Bah, de la semaine du prochaine, de je la crois, les semaine premières. prochaine, grosso modo, ouais, c'est ça. On va rentrer dans un temps de présentation, de gros rush, de nouveautés, de curiosité. On est sur une révolution totale en termes d'aérodynamisme, en Formule 1. Les voitures vont évoluer de manière, radicale et je suis impatient et en même temps, j'ai envie de prendre mon temps. Je suis curieux, mais je suis pas, comme un dingue, en me disant: «Putain, faut vraiment que ça arrive, faut vraiment que ça arrive, faut vraiment que ça arrive». Voilà, je pense que j'ai appris à me calmer avec l'âge sur ce genre de choses parce qu'avant c'était pas comme ça. En tout Ouais, cas, oui, forcément, il y a de l'impatience et beaucoup de curiosité sur, ce qui va se passer, sur d'abord les voitures, la tête qu'elles vont avoir et ensuite sur, voir la manière dont les pilotes vont pouvoir les piloter parce que ça change aussi pas mal sur le pilotage. ouais. Voir aussi comment la course va se dérouler, ce qui va changer parce que c'est censé aussi, pas mal changer et on est censé avoir des batailles qui vont être plus rapprochées, on va dire, cette année donc voilà, je suis curieux, il y a beaucoup de variables qui changent. Ça nous pousse dans une inconnue qui est telle que, bah, j'en attends pas enfin, je sais pas que j'en attends pas grand chose, mais bon, j'attends de voir quoi, on va dire. Je suis curieux, mais j'attends de voir. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est vraiment la première année où en fait on se dit: «Il peut ne pas y avoir un changement de hiérarchie», comme ça peut être totalement la révolution Ouais, ouais. et on n'a pas trop envie de se mouiller, on a juste envie d'attendre, Ouais, c'est ça, voir comment ça va se passer. exactement. Et limite, on s'assoit sur le canapé, on prend les pop-corn et on attend et on voit Bah, ce qui arrive. écoute, c'est exactement ça. C'est un petit peu la pub qu'on a avant une séance au cinéma. Alors ça dure parfois un petit peu trop longtemps, mais j'aime bien arriver avant qu'il y ait les pubs, comme ça, bah, j'ai le temps de me poser, de prendre le popcorn, d'attendre les nouvelles, sorties et cetera avant de voir mon film parce que c'est Ouais, une atmosphère où, en fait, tu rentres un petit peu dans ta salle de cinéma, où tu te mets en condition, on va dire, pour pouvoir regarder un film, là, c'est un petit peu le même feeling, tu vois? Je suis content, je m'assois, je suis assis, je vais attendre que ça arrive tranquillement et puis quand ça va démarrer et on va dire que la grande attente est un petit peu finie parce qu'au final, ces règles ont été repoussées d'1 an à cause du covid. J'attends, j'ai juste envie de qu'on me raconte une histoire et que l'histoire soit belle, quoi, grosso modo, c'est un petit peu ça. Comme dirait, Mary Jane Watson dans Spider-Man 3, on s'attend au pire, comme ça, au moins, on n'est jamais déçu ou quelque chose dans le genre, il me semble. Mais, non, je m'attends pas au pire, non, clairement, moi, j'attends juste qu'on me raconte une belle histoire et c'est ouais. peut-être parce que je suis devenu très positif dans ma vie que je dis ça, mais, ouais, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Non, bah, oui, mais de toute façon, ça reste également enfin, ça reste un plaisir et une passion pour nous et c'est entièrement normal de le prendre sous cet angle-là, quoi. Bon, bah, en tout cas, merci pour ce petit moment, passé ensemble. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau les gens peuvent te retrouver, s'ils souhaitent en savoir un peu plus sur toi? Bah, vous pouvez me retrouver sur YouTube, ma chaîne YouTube, Despiello, sur Twitch aussi, pareil, Despiello et sur, mon Instagram et TikTok, Despiello F1. Alors TikTok, bon, j'ai un peu lâché, mais je vais un petit peu reprendre cette année. Voilà, c'est mes 3 réseaux, pardon, de prédilection. J'ai lâché Twitter il y a plus de 6 mois, donc voilà, c'est pas sur Twitter que vous me retrouverez, mais voilà, c'est sur Instagram, YouTube et puis, Twitch essentiellement. Bah, très bien. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actualités du podcast sur le site cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur mon Twitter @joels82 JOELSSS 82. Vous pourrez aussi retrouver toutes les informations dans les notes de l'émission pour suivre les actus de Despiello. Merci d'avoir pris ton temps et de nous avoir partagé ton histoire qui est vraiment super sympa. Merci Joël, merci de m'avoir invité. Je te dis à très vite, bon courage pour tes projets et aussi pour la saison qui commence bah, très très bientôt, ce week-end, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Merci, à la prochaine. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Puis n'oubliez pas qu'on a au moins tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, lequel c'était?